pense qu'il faudrait considérer les différentes époques. À partir de l'époque moderne, on consomme énormément de vin, et je dirais il y a le vin des classes populaires, et puis il y a le vin de la bourgeoisie, de l'aristocratie, il y a une hiérarchie des vins, ça c'est clair. Mais quotidiennement, au Moyen-Âge, peut-être même pendant quasiment toute la durée de vie du Moyen-Âge, le paysan français, l'homme du peuple, consomme du vin, mais plutôt une piquette, on va dire, c'est du vin coupé d'eau. On est loin des vins tels qu'on les imagine aujourd'hui. Il y a aussi les pays de cidre, les pays de bière. Je me souviens avoir lu un livre, pourtant qui se réfère au XIXe siècle, un livre sur la vie dans les villages bretons au XIXe siècle, et qui explique très bien que le breton, dans la vie courante, il buvait du cidre peut-être même coupé d'eau, et qu'il buvait du vin que les jours de fête ou les jours de marché. Vous voyez, où là, il n'hésitait pas à s'enivrer parce que c'était le jour de fête, quoi. Voilà, mais l'image du breton ivre tous les jours, c'est une image entièrement fausse. C'est-à-dire que les jours où il ne travaillait pas, où la vie était moins dure, là, il pouvait consommer du vin, peut-être consommer par excès. Alors ça, c'est une histoire, moi, qui me plaît beaucoup, et qui n'enlève rien à Dom Pérignon. Mais Dom Pérignon n'est vraisemblablement pas l'inventeur du champagne. Dom Pérignon, c'est le cellérier de l'abbaye de Auvilliers, dans la vallée de la Marne, un monastère bénédictin important. Il restera à ce poste pendant plus de 40 ans, et donc il aura la responsabilité du vignoble dans lequel il va beaucoup s'investir. Et Dom Pérignon est un très grand homme du vin. La Champagne lui doit beaucoup. Notamment, il a mis en valeur beaucoup de choses qui font la Champagne aujourd'hui. Notamment la règle de l'assemblage. Les champagnes aujourd'hui, encore qu'on revient au champagne de terroir, mais le champagne, notamment avant le réchauffement, où les années étaient très inégales, où certaines années le raisin avait beaucoup de mal à mûrir, on va mélanger les vins de plusieurs années, compensant les défauts de certains millésimes par les qualités d'un autre. Et puis aussi, aujourd'hui, il y a 3 grands cépages en Champagne, mais il y en avait davantage du temps de Dom Pérignon. Il va prendre l'habitude d'assembler les cépages. Là encore, pour apporter des qualités à certains raisins que ces raisins n'ont pas. On va compenser des défauts par des qualités. Et l'assemblage donne un produit qui est plus qualitatif que les vins élaborés avec ces différents cépages. Donc la notion d'assemblage en Champagne, c'est Dom Pérignon. Également, il a été le premier ou un des premiers à déterminer la qualité des différents terroirs qui constituent la Champagne. Capable de dire que telle parcelle mûrissait plus vite, donnait des raisins de meilleure qualité, etc. Puis dans le domaine aussi de la conservation des vins, etc., il a fait beaucoup de choses. Donc c'est un homme considérable. En plus, il paraît qu'il avait un sens gustatif très prononcé. Il était capable, en croquant le raisin, de voir ce que ça allait donner comme vin. Donc c'est un personnage considérable. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas inventé le champagne. L'invention du champagne, donc de l'effervescence du champagne, puisque jusqu'à la fin du XVIIe siècle, le vin de Champagne, il est à 100% ce qu'on appelle un vin tranquille. C'est un vin sans effervescence. Il va commencer à devenir effervescent en France au début du XVIIIe siècle. Et en fait, le champagne, alors ça, pour notre esprit français, ça paraît inconcevable, mais c'est la réalité. Le champagne, il a été inventé dans les caves à Londres. Les Londoniens sont des grands consommateurs de vins de Bordeaux, on l'a dit, mais ils commandent aussi beaucoup de vins de Bourgogne et de Champagne, qui voyagent via la Seine, rejoignent la Tamise, et donc beaucoup de tonneaux de vins de Champagne arrivent dans les caves des bourgeois et des aristocrates londoniens. Et nous sommes au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, les maîtres verriers anglais ont un siècle d'avance sur leurs homologues français ou du reste de l'Europe.
Et donc ils vont inventer la bouteille de verre. La bouteille de verre, finalement, c'est une invention assez récente. Jusqu'au XVIIe siècle, elle n'existe pas et on sert le vin, on le sort du tonneau, on le met dans un pichet, qui peut être une belle carafe de verre, mais elle est faite simplement pour le service, ni pour la conservation, ni pour le transport. La bouteille n'existe pas. Elle est inventée à Londres au XVIIe siècle. Et donc les Anglais vont prendre l'habitude de mettre ce vin de champagne en bouteille. Et puis de reboucher ça, à l'époque, c'était un cône de bois avec un morceau de tissu. On bouche la bouteille et on imagine donc les Anglais mettre ce vin en bouteille dans leur cave. Et le vin arrive au milieu de l'hiver, une fois qu'il est vinifié. Et puis on met le vin en bouteille quand il arrive. Et au printemps, quand la température se réchauffe, comme la fermentation était approximative, il y a toujours du sucre résiduel, des levures. Donc les levures retravaillent les sucres et là, vous avez la fermentation qui redémarre. Ça produit de la chaleur et du gaz. Et donc le brave Anglais, quand il descend dans sa cave au printemps, il se rend compte que le cône de bois, il a été évacué par la pression. Donc ça va pas. Et là, il va inventer une façon de fermer la bouteille. Les Anglais sont très présents au Portugal, donc avec du liège, les chênes lièges du Portugal. Le liège va devenir... Donc ils vont inventer le bouchon. Ils vont se rendre compte que le fait d'obturer la bouteille avec un simple bouchon, c'est pas suffisant, parce que la pression aussi évacue le bouchon. Donc ils vont renforcer le goulot pour y mettre un bouchon avec un muselet. C'est une corde de chanvre huilée, et on rend le bouchon solidaire du goulot. Et là, ils vont se rendre compte que c'est la bouteille qui explose après. Et donc ils vont inventer, là c'est très fort, ça paraît évident aujourd'hui, ils vont inventer au milieu du XVIIe siècle une bouteille capable de résister à la pression opérée par la deuxième fermentation en bouteille. Et donc tout cela c'est la méthode champenoise, c'est-à-dire d'une deuxième fermentation en bouteille. Ensuite ils se rendent compte, même si on n'a pas parfaitement, scientifiquement, on n'explique pas la fermentation, c'est Pasteur qui le permettra, mais on sait qu'il y a un lien avec le sucre. Donc les Anglais qui sont présents aussi dans des endroits où on cultive la canne à sucre vont prendre l'habitude de renforcer ce vin avec une liqueur sucrée de canne à sucre. Eh bien, pour stimuler la fermentation en bouteille. Ben, tout ça, c'est la méthode champenoise. Elle est inventée à Londres au XVIIe siècle. Et là, on a des écrits très amusants. Il y avait un prince français qui avait été exilé on est au XVIIe siècle, sous Louis XIII. Je crois que c'est le duc d'Aigremont. C'était un libertin et le roi s'en était débarrassé. Et il était arrivé à Londres, il était très riche, donc il tenait table ouverte. Et les Français, quand ils étaient de passage à Londres, étaient de bon ton d'être invités à sa table. Et on a un de ses invités qui revient en France et qui écrit à son producteur de champagne, parce qu'à la table du duc d'Aigremont, on buvait du vin, il appelait ça du vin avec de l'esprit, du vin qui pétillait, effervescent, puisqu'on avait pris l'habitude d'élaborer ce type de vin. Et il réclame à son producteur de champagne un vin de ce type-là, un vin qui a de l'esprit. On a la lettre encore, et on a la réponse du producteur, qui est exceptionnelle. Ce producteur dit, mais attendez, ça c'est un truc d'anglais, ça marchera jamais chez nous. Et on sait ce qu'il en est advenu. Voilà, ça finit par percer, mais en France, le champagne va s'imposer sous la Régence. Or, Dom Pérignon meurt en 1715, la même année que Louis XIV. Et donc, on a Dom Pérignon qui écrivait beaucoup. On n'a aucun écrit de Dom Pérignon qui parlerait de l'effervescence du vin de Champagne. Donc, il est probable que Dom Pérignon n'ait jamais bu de sa vie un vin pétillant. La légende, c'est assez simple. Donc, à l'époque, on n'a jamais considéré qu'il n'y a pas d'écrit de l'époque qui nous explique que Dom Pérignon vient de mettre au point la méthode. Il faudra attendre plus d'un siècle. C'est un successeur de Dom Pérignon qui dira, donc Célérier de l'abbaye d'Auvilliers, mon prédécesseur, l'inventeur du champagne effervescent. Et puis cette légende sera surtout reprise et popularisée par Moët et Chandon, qui créera la cuvée Dom Donc il fallait bien, à l'appui de cette cuvée, pour en faire la publicité,
dire que c'est Dom Pérignon qui avait inventé le champagne. Là, ça n'est pas un frein, c'est un arrêt brutal. C'est-à-dire que du jour au lendemain, la viticulture monastique disparaît. Puisque du jour au lendemain, par les lois révolutionnaires, je crois que la loi date de la suppression des congrégations, c'est juillet 91, mais peu importe, c'est-à-dire du jour au lendemain, les moines, alors ils ont le choix, soit retour à la vie civile, on se fond dans le paysage, soit exil, et s'ils ne veulent ni l'un ni l'autre, c'est la mise à mort, emprisonnement et mise à mort. Je raconte dans mon livre sur la viticulture monastique qu'une seule journée à Angers ont été guillotinés 80 moines qui avaient refusé de quitter leur monastère. Donc c'est un arrêt brutal de la viticulture monastique. Les vignes, comme tout le reste des biens de l'Église, de la viticulture monastique et de la viticulture épiscopale aussi. Arrêt brutal du jour au lendemain. Les vignes sont vendues comme bien national. Donc elles vont être achetées par la bourgeoisie, qui a de l'argent, et puis après la bourgeoisie va revendre cette vigne à des paysans. Donc la viticulture, on voit en Bourgogne, la Bourgogne en est le meilleur exemple, où la viticulture monastique devient une viticulture paysanne. Donc avec un éparpillement. L'exemple le plus flagrant, c'est le Clos de Vougeot. Le Clos de Vougeot, c'est le plus grand cru, peut-être le plus connu. 50 hectares, c'est le plus grand cru. Parce qu'en général, un grand cru aujourd'hui, donc une parcelle qui mérite ce titre de grand cru, ça tourne autour entre 2 et 10 hectares. Là, le Clos de Vougeot, c'est 50 hectares, entouré d'un mur qui existe depuis le Moyen-Âge. Jusqu'à la Révolution, ce grand cru, ce Clos de Vougeot, il est la propriété du monastère de Cîteaux. Donc il y a un propriétaire. Aujourd'hui, le Clos de Vougeot, qui d'aspect extérieur n'a pas changé, vous avez le cellier au milieu, ce qu'on appelait la grange viticole, et puis tout autour, le mur, il est toujours là, mais il n'y a plus un seul propriétaire, il y en a 80. Voilà. Donc on imagine, alors aujourd'hui ce sont des vignerons qui font des choses merveilleuses, hein, mais on imagine que sous la Révolution, cet éparpillement, ça a été une grosse perte de savoir-faire, et une baisse de qualité. Oui, alors la France demeure un grand pays du vin. Si on se réfère aux chiffres, la France, l'Espagne et l'Italie, c'est 40 à 45% de la production viticole mondiale. Si on considère la France seule, en surface de vigne, nous ne sommes pas les premiers. L'Espagne nous dépasse. La Chine aussi, mais la Chine, c'est un cas un peu particulier. Et puis, en volume produit, souvent l'Italie est devant nous. Donc si on se réfère qu'à ces seuls chiffres, on peut dire qu'on n'est plus les premiers. Mais si on parle de la valeur commerciale, la valeur en chiffres, là, nous sommes très loin devant. Et la France reste un très grand pays du vin, avec un dynamisme de la filière viticole qui est réel. La France reste une référence dans ce domaine-là, sans aucune discussion possible. Mais la France n'est pas seule. L'Espagne et l'Italie, par exemple, sont deux grands pays du vin qui sont aussi de grandes références. Et puis, vous avez tout un tas de pays européens, je m'intéresse à ça d'assez près, des pays comme le Portugal, la Grèce, qui ont une tradition viticole beaucoup plus ancienne que la France et qui redeviennent aujourd'hui des grands pays du vin. Et puis, vous avez des vignobles de ce qu'on appelle le Nouveau Monde, qui est un monde pas si nouveau que ça, mais où la vigne a débarqué au XVIe siècle, avec l'implantation notamment des jésuites et des franciscains. On voit encore le rôle de l'Église, mais aujourd'hui des pays comme l'Argentine, comme le Chili, comme l'Uruguay, des régions, des États comme la Californie, d'autres pays aussi comme l'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, sont des grands pays viticoles qui concurrencent fortement le marché européen et donc le marché français. Et si la France veut rester un grand pays du vin, il faut qu'elle reste fidèle à sa tradition. Et la tradition française, c'est celle du terroir. C'est le vin comme expression d'un lieu et d'une histoire.
Si on cherche à concurrencer les vins des pays émergents dans le domaine du vin, émergents en fait, qui ont une tradition viticole aussi réelle, mais qui commercialement, je pense notamment à un pays comme l'Australie, sont très forts, très puissants, en faisant des vins, je dirais des vins commerciaux, des vins de négoce, des vins de cépage, des vins qui sont un peu le produit d'une recette, alors qui vont être vendus à des prix très abordables et qui sont bons, qui sont des bons vins, mais qui sont des vins uniformisés pour un marché mondialisé. Si on cherche à concurrencer ces pays-là dans ce domaine-là, on est mort. Et aujourd'hui, je crois, la prise de conscience, elle est réelle. Dans toutes les régions viticoles, vous avez une jeune génération de vignerons qui est fidèle à son héritage et qui est attachée à l'infiniment local. Et aujourd'hui, vous avez un marché au niveau mondial qui recherche ce type de vin. Je crois que le vin mondialisé, le vin uniformisé, bien, les gens s'en sont vite lassés. Et ce qu'on recherche, c'est l'originalité. Et dans ce domaine-là, la France a des atouts considérables à faire valoir. Donc la France reste un pays du vin, mais croire que la France est seule, ça serait une grosse erreur. Et puis, moi qui suis un amateur de vin, je défends évidemment les vins français, bien évidemment, mais je défends quasiment tout autant, notamment les vins du bassin méditerranéen, parce que c'est notre civilisation méditerranéenne, gréco-latine. Moi, je suis la chrétienté, je suis un enfant de cette civilisation-là, et défendre un vin italien, défendre un vin d'Espagne, c'est défendre aussi ce que nous sommes.